Merci Jean-David, merci Nicolas de m'avoir invité à ce DU sur les pathologies du rugbyman et de m'avoir confié sur ce sujet, sur les luxations acromioclaviculaires et les fractures équivalentes. Donc moi je suis de Grenoble et je travaille à la clinique des Cèdres. Alors, l'anatomophysiopathologie de ces lésions. Ce qui est important de connaître, c'est que la stabilité acromioclaviculaire se fait au travers des ligaments acromioclaviculaires et des ligaments coracoclaviculaires, qui sont les seuls ligaments qui permettent de suspendre l'omoplate sur la clavicule, c'est-à-dire tout le membre supérieur sur la clavicule. Il faut également préciser l'importance de la chape deltotrapézienne, qui est une sangle musculaire, musculo-aponévrotique, qui également est un verrou important à cette articulation. Alors, le mécanisme de ces lésions, c'est principalement après un contact et après un tacle, soit par choc direct, soit sur une chute parée. Alors, on entend souvent parler d'ascension de la clavicule parce qu'on voit cette grosse boule au niveau de l'extrémité claviculaire. Mais attention, dans les disjonctions acromioclaviculaires, la clavicule ne monte pas. C'est bien un effondrement de tout le membre supérieur que l'on voit par la rupture des ligaments coracoclaviculaires, acromioclaviculaires et voire même de l'atteinte de la chape. Pareil pour dans le plan axial, la clavicule ne se luxe pas en arrière, mais c'est l'acromion qui se déplace en avant. Alors l'épidémiologie maintenant. Donc vous voyez qu'au rugby, ces lésions sont très fréquentes, mais pas si sévères que ça. Vous allez voir. Donc au rugby, l'incidence des traumatismes de l'épaule, c'est 9 à 17% de tous les traumatismes. Si on regarde dans la population générale, vous voyez que les disjonctions acromioclaviculaires, c'est 11%, 32% dans la population du rugby, donc c'est 3 fois plus fréquent quasi. Un tiers des traumatismes du membre sup, ce sont des disjonctions acromioclaviculaires, donc c'est l'étiologie la plus fréquente. Comme je vous disais, principalement sur des mécanismes de contact, la position du joueur n'influe pas, que ce soit avant ou arrière, c'est pareil. Et c'est principalement à la fin des matchs que ça arrive. Quant à la sévérité, vous voyez que c'est des traumatismes qui peuvent arriver sur des primo-disjonctions acromioclaviculaires. L'arrêt de la durée d'indisponibilité est d'environ 17 jours en termes d'entraînement et de compétition. Mais vous voyez que ces lésions, elles peuvent récidiver dans 33% des cas avec à peu près la même durée d'indisponibilité. Alors, comment on définit une disjonction acromioclaviculaire comme grave? Quels sont les critères de gravité? Donc, je vous rappelle l'importance des ligaments acromioclaviculaires, coracoclaviculaires, puis de la chape. Alors, il y a une classification qui va évaluer l'importance du déplacement acromioclaviculaire. Ce déplacement va définir, et c'est la littérature qui considère comme grave, les types 3, 4 et 5 de Rocoude. Mais est-ce que cette classification de Rocoude est bien fiable? Vous voyez que le positionnement du bras et même le changement d'orientation des rayons peut faire varier l'importance du déplacement d'une disjonction acromioclaviculaire. L'utilisation d'un scanner 3D ne va pas améliorer la performance sur la classification et on voit que cette classification n'est pas reproductible en inter et en intra-observateur. Et en plus, la gravité n'est même pas corrélée à la sévérité des symptômes. Ce n'est pas parce que vous avez un type 5 que le patient aura une plus grosse impotence fonctionnelle, de plus grosses douleurs. Donc finalement, tout ça fait que aujourd'hui, la classification de Rocoude est très remise en cause. Alors le traitement maintenant, est-ce qu'il faut les opérer? Est-ce qu'il faut les opérer sous arthroscopie? Alors, c'est sûr que par rapport à la chirurgie ouverte, où on a des cicatrices qui sont assez disgracieuses, qu'il faut souvent plus reprendre 6 semaines après pour enlever le matériel et commencer la rééducation, il y a un avantage au traitement arthroscopique qui semble plus
cosmétique, avec l'avantage de ne pas avoir à enlever le matériel. Par contre, on constate exactement la même chose, et ça c'était sur une série que je n'avais pas publiée malheureusement, mais il y a 15 ans, toujours une perte de réduction qui est assez importante, d'environ 40%. Et ça, c'est un petit peu gênant parce que les patients viennent pour une bosse, puis ils se retrouvent avec une bosse à la fin. Certes, moins importante qu'au départ, mais il y a toujours une petite perte de réduction, au moins dans 40% des cas. Alors, on nous avait demandé avec Fabrice Duparc d'évaluer ce traitement arthroscopique des disjonctions pour un symposium. Vous voyez que c'est une grosse étude multicentrique qui a inclus 14 centres, 22 chirurgiens. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé effectivement qu'il y avait toujours une petite perte de réduction d'environ 40% des patients, comme vous pouvez le constater ici. Mais ce qui est important, c'est que la qualité de la réduction va influencer le résultat fonctionnel. Donc, ce n'est pas rien d'avoir ces pertes de réduction. Ça s'accompagne d'un résultat fonctionnel moindre. Quelles sont les corrélations qu'on a pu voir? Parce que finalement, c'était un petit peu l'objectif du symposium, c'était de savoir si le traitement arthroscopique seul était suffisant pour stabiliser l'acromioclaviculaire. Vous voyez que quel que soit l'implant utilisé, il n'y avait pas de différence. Par contre, l'utilisation d'un renfort biologique, ça pouvait avoir une influence sur le meilleur résultat, mais c'est surtout la stabilisation coracoclaviculaire et acromioclaviculaire qui avait une influence significative sur les résultats fonctionnels et anatomiques. Donc, c'est très important de bien stabiliser l'acromioclaviculaire et de ne pas opérer les patients trop tardivement ou avec un BMI élevé, c'est-à-dire le poids du bras faisant, on risque d'avoir une perte de réduction. Alors, vous voyez qu'avec tout ça, cette chirurgie est loin d'être anodine, puisqu'à un an de recul, on avait quand même pas mal de complications, 27% de complications et 27% de patients qui restent quand même douloureux. Et si on regarde le taux de satisfaction, on voit qu'il n'y avait que 41% de patients satisfaits ou très satisfaits. Si on regarde maintenant la durée d'indisponibilité, vous voyez qu'au bout de 3 mois, seulement 55% avaient repris le travail plein temps, et à un an, 90%. Et le retour au sport, c'est encore pire. 27% seulement avaient repris tous les sports à 3 mois, alors que 73% les avaient repris à un an, ce qui est vraiment pas extraordinaire comme résultat. D'ailleurs, on retrouve ça dans cette méta-analyse qui a été faite par Chang. Vous voyez qu'elle retrouve bien que la chirurgie permet d'apporter de meilleurs résultats esthétiques, mais par contre, pas de différence en termes de résultats fonctionnels par rapport au traitement non opératoire, et surtout, une reprise du travail qui est plus tardive avec le traitement chirurgical. Donc finalement, pour notre rugbyman, le traitement fonctionnel, il a toute sa place, et ça a été bien montré par Helgeson, puisque le retour du terrain, après 10 jours d'attel, l'utilisation de bandages, une rééducation appropriée, nous permet d'espérer un retour sur le terrain au bout de 2 ou 3 semaines. Alors ensuite, je voulais vous parler également des cas particuliers qui sont des fractures équivalentes de disjonction acromioclaviculaire qui sont souvent, elles, chirurgicales. C'est une pathologie rare, mais souvent chirurgicale. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fractures? Il y a 2 types de fractures. Il y a les fractures du pied de la coracoïde et les fractures du quart externe de la clavicule. Les fractures du pied de la coracoïde sont en fait principalement vues chez les jeunes. C'est en fait un équivalent d'écollement épiphysaire. Donc, et les fractures du quart externe de la clavicule, elles, sont des fractures qui vont passer dans la clavicule et se terminer dans les ligaments coracoclaviculaires, soit avec un petit fragment distal qui reste accroché à la fois sur le ligament acromioclaviculaire et coracoclaviculaire, soit avec une petite plaque osseuse, un troisième fragment qui reste accroché sur les coracoclaviculaires. Alors, le traitement conventionnel pour les fractures de type Latarjet, c'est-à-dire avec un troisième fragment, vous voyez que si le fragment est suffisamment grand, on arrive à mettre des petites plaques. Dans ces cas-là, les résultats sont bons.
Par contre, quand on a des fragments plus petits, on n'a pas la place de mettre des plaques et à ce moment-là, on fait souvent des systèmes de brochage ou banage et on est obligé d'enlever les broches au bout de 2 mois. On voit parfois une fracture qui n'est pas encore très bien minéralisée, ce qui pose la question de laisser retourner nos joueurs tout de suite sur le terrain. Et on attend généralement au moins le 3e mois pour cela. Alors, on peut également les traiter sous arthroscopie. L'avantage, c'est de ne pas être obligé d'enlever le matériel. Vous voyez ici un cas qui a plutôt bien évolué. Et ici, un cas qui n'a malheureusement pas bien évolué, puisqu'on a une pseudarthrose complète et un débricolage complet. Pour les fractures de type NIR, ici, vous avez une fracture comminutive qui pouvait éventuellement poser problème. Bon, on l'a traité par brochage au banage et finalement, on a obtenu un assez bon résultat avec une bonne consolidation osseuse. Pourquoi est-ce qu'il faut enlever rapidement les broches? Ben voilà, ça c'est un exemple, c'est pas un de mes cas, mais c'est quand même un truc qui est assez intéressant à voir. Brochage au banage et migration de broches au niveau de la région cervicale. Les fractures de type NIR2 sous arthroscopie, alors pour moi c'est des échecs à tous les coups, donc j'ai arrêté complètement de les faire sous arthroscopie. Je continue à faire quelques fractures de la targée, mais plus les NIR2. Je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. À chaque fois, j'ai des pseudarthroses. Dans le premier cas, par exemple, c'est une pseudarthrose qui était bien tolérée et le patient ne s'en est pas plaint. Par contre, dans le deuxième cas, c'était une pseudarthrose douloureuse qui a dû être réopérée et on a enlevé le fragment latéral. Donc, en conclusion, les disjonctions acromioclaviculaires chez le rugbyman, donc, ce sont des traumatismes fréquents, un tiers des traumatismes de l'épaule. Et le traitement, il est volontiers fonctionnel, ce qui nous permettra d'avoir un retour sur le terrain en 3 semaines environ, avec 10 jours d'écharpe, puis de la rééducation. La chirurgie n'est indiquée uniquement en cas de gêne significative chronique. Pour les fractures équivalentes, elles sont rares. Le traitement, il est chirurgical, mais il est très difficile avec un risque important de pseudarthrose qui doit être expliqué aux patients, en tout cas qui doit faire différer la possibilité de retourner sur le terrain tôt. Je voulais vous montrer ce petit film, qui est un film qui est très intéressant parce que c'est un film de James Bond, donc population active. Et c'est marrant parce que James Bond, quand il a eu une disjonction acromioclaviculaire, vous allez voir, donc là, je vous avance un petit peu, il a le bandage, etc. Il va voir son médecin et on lui découvre une disjonction acromioclaviculaire. Donc, il aurait pu être opéré, retourner avec une belle chirurgie au travail, et c'est pas comme ça que ça a été géré. Ça a été géré de manière très, très fonctionnelle avec une rééducation, comme vous voyez, très immédiate. Et l'énorme avantage de ce traitement fonctionnel, c'est indéniablement la possibilité de retourner très rapidement au boulot ou sur le terrain pour les sportifs avec une grande efficacité. Vous voyez. Donc, retenez bien ça. Finalement, les disjonctions acromioclaviculaires, moins on les opère, mieux c'est. Je vous remercie et je me permets de vous inviter pour notre prochain congrès de la SFA où on a une session SFA Sport qu'il ne faut absolument pas manquer avec une belle session olympique cette année. Ce sera du 15 au 17 décembre à Genève. Merci pour votre attention.